Je voudrais justement à ce propos dire que j'ai une pensée émue pour une des pionnières de l'écriture créative en France, qui est Claudette Auriol-Boyer, qui aurait beaucoup voulu être parmi nous aujourd'hui, qui ne peut pas l'être parce qu'elle est très malade. Voilà. Et puis on pourrait parler aussi de Anne Roche, aussi, qui est une des grandes pionnières de l'écriture créative dans les universités. Sans penser bien entendu à toutes les victimes de ceux qui sont morts, voilà, qui ont un rapport avec la création précisément indirectement. Donc je voudrais réfléchir avec vous à la place que doit tenir la recherche dans les mémoires créatifs qui se mettent en place actuellement à l'université, qu'il s'agisse de master ou même de doctorat. De telles mémoires sont, vous le savez, en rupture totale par rapport à une tradition universitaire vieille d'un peu plus d'un siècle qui, en rejetant la rhétorique, a rejeté toute écriture littéraire au bénéfice d'une écriture du commentaire, d'un discours exclusivement sur la littérature, revendiquant la neutralité dite scientifique. Donc je m'appuierai sur des mémoires réalisées ou en cours à l'université de Cergy-Pontoise, donc dans le cadre du DU l'an dernier et du master qui a pris sa suite cette année, et je vais tenter de les confronter avec d'autres démarches envisagées en France ou à l'étranger, de façon à établir une première typologie des différentes manières de concevoir la recherche dans les mémoires créatifs et de réfléchir aussi aux enjeux qu'il y a derrière. Il me semble aussi que ces nouveaux mémoires, ces nouveaux rapports à la littérature, invitent également à repenser les formes que peut prendre l'écriture métatextuelle, l'écriture de glose, jusqu'ici la seule autorisée à l'université. Donc premier type dont je vais parler, le mémoire purement créatif, si je puis dire, qui considère la création elle-même comme recherche. On peut considérer, en effet, que la véritable création est intrinsèquement recherche, qu'elle se suffit donc à elle-même, à partir du moment où elle consiste à explorer de nouvelles formes, à apporter du nouveau, c'est la définition qu'en donnait récemment Didier Anzieux, par exemple, définition assez consensuelle de la création, qui est renforcée, peut-être même aujourd'hui, par l'idée répandue depuis Proust qu'un écrivain apporte une nouvelle vision du monde grâce à une forme nouvelle et même à l'invention d'une langue étrangère. Et cette conception est sans doute renforcée dans les formes contemporaines de métafiction ou de fiction critique, avec parfois une indécision entre fiction et réalité, entre récit et essai. On peut d'ailleurs, comme Catherine Perret, dans le précédent colloque qui s'est tenu ici, craindre les effets d'une normativation par la recherche si l'on impose trop de règles à un travail de création. En tout cas, ce parti pris de création en tant que recherche, se suffisant à elle-même, est celle qui est la plus répandue aux États-Unis, enfin en tout cas dans les MFA, où ce qu'on observe, on l'a vu hier avec Laure Limongi, dans le master de création du Havre. Parce que c'est aussi la conception, il me semble, de pas mal d'écoles d'art. Mais on sait que dans le master du Havre, le mémoire créatif s'accompagne d'une note d'intention qui suppose aussi une compétence méta-littéraire. Par ailleurs, ce que nous a révélé notre entretien avec Cole Svensson, c'est l'importance pour la formation des étudiants de son université, de Brown, à l'intérieur des workshops, du travail de lecture approfondie des textes produits par leurs pairs, par les autres étudiants. Elle insistait sur la nécessité pour un poète en formation d'apprendre à regarder comment fonctionne la machine poème, disait-elle, en détail, par écrit, et à partir du texte lu, et non seulement écouté. Cette démarche de lecture me semble faire écho à la posture du poéticien, telle que l'a définie Roland Barthes, qui est de se demander comment est-ce que c'est fait. Et donc l'apprenti poète est en même temps poéticien, et le travail d'écriture créative de chacun se nourrit, disait Cole, des multiples retours écrits du professeur et des autres étudiants.
Plus largement, j'ai tendance à considérer que faire travailler l'écriture de création, enseigner la littérature par la pratique, suppose toujours, comme l'écrivait déjà en 1993 Jean Ricardou, une production conjointe de pratique et de théorie. En tout cas, il me semble indispensable, quel que soit le type de mémoire qui se met en place, de penser la recherche comme processus inhérent à la création. Et même et surtout si on s'en tient à un mémoire, si on ne s'en tient pas, pardon, à un mémoire de pure création. Donc, deuxième type, deuxième manière de concevoir le mémoire, un diptyque comprenant un travail de création accompagné d'un volet réflexif sur ce travail. C'est l'une des formes que peut prendre le mémoire ou la thèse de recherche-création au Québec. C'est aussi ce qui se fait apparemment à l'Institut littéraire de Bienne, en Suisse, et c'est encore l'une des formes que peut prendre le mémoire de master à Paris 8 ou à Cergy. À Bienne, ce volet réflexif est un essai très libre qui accompagne l'écrit créatif, qui fait état des lectures, du cheminement personnel, et donc c'est une sorte de méditation libre sur sa propre écriture. C'est aussi l'une des possibilités qui s'offre aux étudiants pour le master de Paris 8, une approche théorique et critique portant sur la fabrique de l'œuvre, de la création littéraire présentée par l'étudiant, qui est conduit comme cela à réfléchir sur son propre travail, à analyser ce qu'il cherche à inventer, à se situer dans le champ des écritures contemporaines, à reconnaître des compagnonnages. Là, je les cite. Et on peut rapprocher ce deuxième volet du diptyque de deux genres que pratiquent certains écrivains. Je pense d'abord le journal, le journal qui accompagne la création d'une œuvre. Je pense au journal des faux monnayeurs, ou bien au journal d'Antigone de Beauchot. Et d'autre part, deuxième forme qui s'en rapprocherait, l'essai ou l'entretien, pensons à l'écriture comme un couteau d'Annie Ernaux, qui permet donc un regard rétrospectif sur l'œuvre, mais à la différence du journal, ce qui n'est pas rien, qui introduit la distance du temps. Dans le cadre d'un master de création littéraire, ce volet réflexif peut trouver sa justification de deux manières. Une justification professionnelle, l'intérêt, voire la nécessité pour un futur écrivain de savoir parler de son œuvre, pour la valoriser, mieux la défendre, et puis une raison d'ordre poétique, on pourrait dire, la nécessité pour quelqu'un qui écrit d'avoir un regard distancié et critique sur ce qu'il écrit, comme moteur d'écriture, pour être capable de se renouveler aussi. Certains se méfient, en revanche, de ce travail sur soi demandé à un jeune écrivain. On l'a vu avec la vidéo de Cole. Cole Svensson explique que dans son université, ils ont renoncé à cette modalité qui était présente dans les premiers doctorats, car les étudiants, dit-elle, étaient trop timides sur leurs propres textes, et surtout, elle considère qu'il y a peut-être un danger à s'auto-analyser, car il ne faut pas, dit-elle, être trop conscient de ce que l'on fait. L'écueil me paraît aussi, pour avoir observé un certain nombre de mémoires, au Québec notamment, qui allaient dans ce sens, de se rapprocher d'un discours autobiographique un peu complaisant. Mais il me semble que cet écueil peut en partie être évité, est en partie évité dans la formulation que propose Paris 8, quand il incite l'étudiant à se situer dans le champ des écritures contemporaines, à reconnaître des compagnonnages, ou bien dans le mémoire de Cergy, qui précise, je nous cite, une analyse réflexive du processus de création, avec une mise en parallèle avec d'autres processus de création, et on donne des exemples. En tout cas, cette modalité de mémoire qui exige, il me semble, de ne pas être trop centré sur soi, comporte peut-être des risques du fait de l'absence de distance dans le temps entre le moment où l'on écrit et le moment où l'on se regarde écrire. Donc, troisième forme de mémoire, celle qui consiste en un diptyque en deux parties, toujours, l'une créative, l'autre critique ou théorique, qui a priori se nourrissent mutuellement
et c'est là la difficulté, mais dans ce cas, la partie critique ou théorique ne consiste pas en un regard sur son propre travail, mais porte sur une problématique en résonance avec ce qui est traité dans le texte de création. Il s'agit d'une forme bien représentée d'abord au Québec, qui la pratique depuis longtemps et qui nous a servi un petit peu de modèle pour ce type de diptyque. Et en France, elle existe aussi bien à Toulouse qu'à Paris 8 ou à Cergy. On peut donner l'exemple de cette thèse qui est soutenue à l'Université de Montréal en 2012 sous la direction de Marie-Pascale Huglot. La partie créative est un roman qui porte sur un sujet grave, le cancer du sein, traité avec humour. Le titre, c'est « Dieu reconnaîtra les saints ». Et le volet critique est une étude des modalités d'humour et d'ironie dans Au bonheur des ogres de Daniel Pénac. L'articulation entre les deux volets est ainsi précisée en début de mémoire. Cet essai fait donc écho au roman en ce qu'il se penche sur l'humour et l'ironie comme procédé littéraire. L'articulation entre les deux volets peut se faire aussi au niveau thématique. Ainsi, dans cette thèse québécoise sur la représentation du polyamour dans le roman québécois contemporain, dans ce cas, l'orientation de la partie créative se fait à partir de cette étude critique. À Cergy, deux formes sont suggérées, mais d'autres sont possibles. Premièrement, une réflexion d'ordre problématique, générique, l'interrogation sur les critères de définition du genre choisi, par exemple, ou thématique, ou plus précisément, réflexion sur le traitement littéraire du thème, ce qui n'est pas la même chose, en lien avec le sujet choisi, à partir d'un corpus d'œuvres. Deuxième possibilité, toujours dans ce même type de mémoire, le développement d'une question de poétique concernant une ou des œuvres littéraires qui ont compté dans le processus de création. Je donnerai donc juste un exemple d'un mémoire de master en cours à Cergy. L'étudiant envisage une transcription du Prométhée d'Enchaîné d'Eschyle dans la partie créative et pour la partie critique ou théorique, une réflexion plus générale sur la présence du mythe dans la création et il va prendre appui notamment sur Incendie de Moival. Un autre mémoire, un cours, porte sur l'exploitation de faits divers en littérature à partir d'un corpus de plusieurs nouvelles contemporaines et l'écriture créative sera une nouvelle écrite à partir d'un fait divers. On voit là que ce troisième type de mémoire comporte des formes assez diversifiées et il me semble important de veiller à cette souplesse. Quels sont les enjeux de ce troisième type de mémoire ? D'abord, bien évidemment, ne pas rompre totalement avec la forme canonique du mémoire de recherche en littérature, et ça correspond à ce que disait Jean-Marc, on a des contraintes institutionnelles fortes, et donc la possibilité de pouvoir évaluer ce qu'on a l'habitude traditionnellement d'évaluer, donc l'aptitude à mener une œuvre, une lecture littéraire, donc une compétence interprétative, la maîtrise d'un savoir littéraire conçu en termes de poétique, stylistique, critique ou théorie littéraire. Mais ces compétences et connaissances se justifient également par l'idée qu'elles sont utiles aussi bien pour l'élaboration de ses propres textes que pour la capacité ensuite à lire les œuvres d'autrui pour un futur métier en lien avec l'écriture. Le problème qui subsiste, à mon avis, est celui du caractère parfois un peu lâche des relations entre les deux volets. Je passe au quatrième type de mémoire, qui est une forme sans doute plus spécifique à Cergy, mais qu'on retrouve d'une certaine manière à Paris 8, celle d'une articulation entre un écrit créatif et une réflexion professionnelle, qui n'est pas nécessairement en lien avec le métier d'écrivain, puisque nous partons du principe à Cergy que l'écriture créative est importante dans beaucoup d'autres métiers et qu'elle mérite, elle aussi, une formation. Le mémoire peut donc consister à Cergy en une analyse problématisée du stage professionnel que donc l'étudiant a suivi et avec une réflexion sur ce projet professionnel. Je donnerai deux exemples de ce type de mémoire.
un mémoire rédigé l'an dernier dans le cadre de notre diplôme universitaire. Ce mémoire était intitulé « L'altérité au cœur de l'écriture, écrire dans l'entre-deux ». Il comprend d'une part un ensemble de poèmes en prose sur le thème de l'altérité et de l'immigration, et d'autre part une réflexion menée à partir d'un stage qui consistait à animer des ateliers d'écriture dans le Musée national de l'histoire de l'immigration, avec notamment une interrogation sur la manière dont la relation à un autre travaille au cœur de l'écriture, réflexion qui était étayée en particulier sur les travaux d'Édouard Glissant. L'autre exemple concerne un mémoire en cours d'un jeune médecin autour de la médecine narrative. Cette démarche, qui est née aux États-Unis, consiste à développer chez les médecins une compétence narrative, aussi bien en termes d'écriture que de lecture, c'est ça qui est intéressant, pour leur permettre de mieux comprendre et interpréter ce que le patient dit de sa souffrance et à terme de mieux soigner. Elle se développe à partir d'ateliers d'écriture conçus pour les étudiants en médecine. Le volet professionnel donc de ce mémoire portera sur cette expérience d'enseignement et sur l'analyse de récits rédigés à l'occasion de ces ateliers, tandis que le volet créatif sera élaboré à partir de ses propres récits autobiographiques ou biographiques sur sa relation à la maladie, voire à la mort, et sur la relation médecin-patient. Et j'aurais envie de rapprocher ce type de démarche du dernier très beau livre de Laure Limongi, Anomalie de zones profondes du cerveau, à la fois récit, méditation et essai sur l'algie vasculaire de la face. De telles mémoires sont une manière de revendiquer et de donner une place nouvelle à l'écriture créative dans la société. Deuxièmement, et pour conclure cette partie-là, la présence conjointe de deux volets, pour ces mémoires professionnelles comme pour les autres, rend compte du caractère indissociable pour la création de l'acte de lire et de l'acte d'écrire. Et à mon avis, il ne faut pas les séparer. Je terminerai brièvement par un cinquième type de mémoire qui concernera sans doute un ou deux étudiants de notre master cette année, la création d'une œuvre hybride qui soit conjointement créative et réflexive. L'un de ces mémoires suppose l'invention d'une forme qui rende possible, grâce à un dispositif numérique, une sorte de déambulation dans une carte géographique et mentale, donnant à lire des textes, donnant à voir des images, fixes ou mobiles, et mettant en écho finalement pratique créative et éclairage réflexif et théorique. Dernier point, ces mémoires d'un nouveau genre devraient amener à transformer aussi l'écriture du volet critique ou théorique. En effet, il ne faudrait pas transformer ces mémoires en mini-mémoires de recherche juxtaposées à des mini-textes créatifs, mais l'émergence dans les universités françaises de la recherche-création pourrait être l'occasion de repenser aussi l'écriture du commentaire et de défendre le genre de l'essai, qui me paraît plus apte à rendre compte d'une posture de recherche pour diverses raisons. L'essai ne prétend pas à l'exhaustivité, l'essai assume surtout une certaine subjectivité, et enfin, c'est aussi important, il ne dissocie pas la forme et le fond. Comme l'écrit Marielle Massé dans Le temps de l'essai, là je la cite, il place au premier plan un effort conjoint de style et de pensée. Et il consiste à se tenir au plus près des mouvements de la conscience dans sa recherche du vrai. Et du fait même qu'il se tienne au plus près des mouvements de la conscience dans sa recherche du vrai, comme on le voit si bien à l'œuvre dans Montaigne, il n'est pas si éloigné que cela du récit. C'est en tout cas ce que revendique Philippe Forest, qui est à la fois, vous le savez, universitaire et romancier. Un bon essai, écrit-il, même universitaire, est toujours un récit avec son intrigue, ses personnages, ses péripéties, et doit se lire comme un roman.
dans une thèse passionnante qu'il va soutenir samedi prochain, intitulée Antithèse, thèse d'écrivains français du XXe et du XXIe siècle, Charles Coustille rappelle que la thèse de littérature, dans sa prétention de scientificité, a depuis le début du XXe siècle réduit l'écriture de la thèse à un non-style. Mais à partir de diverses thèses d'écrivains, il montre comment celle-ci peut transgresser les normes de la thèse et utiliser cette transgression pour stimuler sa création, devenir un réservoir pour l'œuvre littéraire, c'est ce qui se passe par exemple pour Michel Maulepoix, ou présenter des interférences avec l'œuvre littéraire. C'est un peu ce qui se passe dans le processus que nous a présenté Jean-Marc Aranta hier, la recherche en génétique textuelle sur le chauffeur de Proust, qui est devenue une biographie, qui elle-même est redevenue travail de recherche. On pourrait même envisager des lectures créatives qui seraient le pendant des écrits créatifs. J'entends par là des lectures qui concevraient la lecture et l'interprétation d'une œuvre littéraire comme invitation à explorer le champ des possibles, comme le suggérait déjà Gérard Genette en 1983, ou encore à utiliser la théorie pour inventer la pratique. C'est d'une certaine manière ce que fait Pierre Bayard dans son essai « Comment améliorer les œuvres ratées », qui combine une réflexion théorique sur la valeur littéraire, une anti-critique d'admiration et une démarche créative qui est la réécriture qu'il fait de ces œuvres ratées des grands écrivains. Toujours est-il que l'heure est peut-être venue de remettre en question cette convention aberrante du non-style de la thèse de littérature, qui correspond à une conception de l'écriture purement instrumentale, intervenant de manière seconde dans l'après-coup de la recherche, au lieu de concevoir l'écriture comme lieu d'exploration de recherche. Il me semble donc, c'est ma dernière phrase, qu'il faut concevoir ces mémoires comme des formes elles-mêmes inventives, exploratives, mais surtout, je le répète, penser la recherche comme processus inhérent à la création littéraire, évaluer les mémoires en fonction de ce fil rouge, avec l'idée, je le répète aussi, d'évaluer aussi bien une compétence d'écriture qu'une compétence de lecture. Merci infiniment, Violaine, pour cette magnifique et impeccable mise au point et ce panorama qui donne très envie de voir tous ces travaux-là et qui ouvre... Je pense qu'on ne va pas se faire beaucoup d'amis avec ce genre avec ce genre de position, mais en même temps, c'est effectivement indispensable. Et tu évoquais Anne Roche, et je crois que je ne sais pas si elle a eu conscience au moment où elle a fait ce geste de faire rentrer des ateliers d'écriture à l'université, mais ce qui est certain, c'est que ça va largement au-delà du fait de dire on va bricoler quelque chose dans un coin, et là tu l'as magnifiquement montré, ce n'est pas seulement d'autres pratiques pour d'autres mémoires, c'est une remise en cause de la manière dont on conçoit les travaux de recherche. Je voudrais juste ajouter une chose, parce qu'on a toujours l'impression que la thèse, la dissertation existent de tout temps. C'est complètement faux. Les recherches historiques que j'avais faites montraient bien que c'est une invention de la fin du XIXe siècle et qu'on a oublié la culture rhétorique qui était antérieure, où on considérait que s'attaquer à la littérature, c'était aussi avoir une écriture littéraire, et non pas seulement se cantonner à la critique. Laissez la parole à Marie.